Merci de rester avec nous. Football mondial s'est confirmé pour demain à Zurich, en Suisse, la 63e Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération internationale du football association. À la veille de cette session, un scandale de corruption ronge la famille du football mondial. Assurer une meilleure cohésion dans la protection sociale du peuple congolais, il en était question lors de la présentation des résultats de l'étude de la revue des filets sociaux de sécurité en RDC. Les échanges se sont déroulés à Kinshasa entre experts en social et la Banque mondiale. Création dans le tout prochain jour d'une plateforme régionale agricole d'échange d'informations pour accroître la productivité au niveau de l'Afrique. C'est la conclusion du forum Agribusiness pour l'emploi des jeunes organisé par la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous, Agribusiness pour l'emploi des jeunes. Tel est le thème retenu lors du Forum régional Abidjan qui a réuni les experts et panélistes du TAD, du Libéria, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire. L'occasion n'a pas loupé au ministre congolais de l'Agriculture de rappeler la place prioritaire qu'occupe ce secteur au pays, une aubaine pour les jeunes en matière de création d'emplois. Agrobusiness pour l'emploi des jeunes, c'est le thème développé au cours de ce forum organisé par la Banque africaine de développement BAD Forum, qui a regroupé plusieurs experts et panélistes du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et celui de la RDC. Le ministre de l'Agriculture, Isidore Kabomouéou, s'est longuement penché sur l'engagement pris par le gouvernement congolais à faire de l'agriculture la priorité des priorités. En clair, il était question pour ces experts de changer les expériences sur l'emploi de jeunes avec une orientation tournée vers l'agriculture. Chaque expert a présenté la politique mise sur pied par son gouvernement pour booster le secteur agricole et surtout le rendre plus rentable en termes de gains. Ce qui sera une aubaine pour le jeune en quête du travail et souvent candidat à l'immigration clandestine avec tous ses corollaires. Parmi les conclusions de ce forum, la création dans le tout prochain jour d'une plateforme régionale agricole d'échange d'informations pour accroître la productivité au niveau de l'Afrique. Ces bonnes idées nécessitent d'être accompagnées par des moyens financiers, a noté le ministre de l'Agriculture de la RDC. Et j'ai compris les messages qui nous ont été adressés par l'assistance. Tout le monde en conclusion sur les moyens. C'est bien d'avoir un projet, c'est bien d'avoir un programme, mais il faut avoir les moyens. Moi, je vous ai dit clairement que nos États africains, le budget qu'ils allouent au secteur agricole actuellement ne peut pas permettre à un gouvernement de permettre à son secteur agricole de se développer. Regardez mon pays, c'est 80 millions de terres arables. Nous jusqu'à présent, nous n'exploitons que 10%. Mais pour y parvenir, c'est-à-dire parvenir, c'est quoi? À développer ce secteur, il faut beaucoup de moyens. La BAD a accédé à cette recommandation. Elle a par ailleurs sollicité de ses partenaires la présentation de projets bancables pour un meilleur accompagnement dans ce secteur. Et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était présent à cette assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Il a représenté le chef de l'État. Augustin Matata Ponyo a insisté sur la gouvernance pour accélérer le développement du continent. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de la Primature. Tenue à Abidjan, la capitale ivoirienne, cette énième assemblée de la Banque africaine de développement a aussi été une véritable rencontre de travail de chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre internationale qui a mobilisé l'expertise et le savoir-faire venus du monde a permis aux différentes personnalités de saluer le professionnalisme du président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, arrivé fin mandat et cela après 10 ans de brillant travail pour la cause du continent noir. En 10 ans, les ressources de cette institution panafricaine ont été multipliées par 3 pour atteindre 100 milliards de dollars américains. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui d'ailleurs a officiellement ouvert cette cérémonie, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Dimba Béninois Boni et la présidente de la Sierra Leone Hélène Sirleaf et le premier ministre de la RD Congo Matata Ponyo Mapon ont publiquement reconnu le mérite de Donald Kaberuka. Au-delà de la paix à consolider, de l'intégration régionale et de la promotion de la jeunesse sur lesquels il faut investir pour le développement de l'Afrique, Matata Ponyo a indiqué dans un panel qu'il faut la prise en compte de la bonne gouvernance et l'amélioration du climat des affaires.
En marge de ces assises d'Abidjan, le Premier ministre congolais, en présence du président ivoirien, a posé sa signature sur le livret d'or dédié à la commémoration des 50 ans de la Banque africaine de développement, surtout que cette institution retrouve Abidjan après 10 ans d'activité dans un autre pays africain. Et sur l'échelle nationale, par contre, la Banque mondiale a présenté ce mercredi à Kinshasa les résultats de l'étude et la revue des filets sociaux de sécurité en République démocratique du Congo, l'objectif étant d'assurer une meilleure cohésion dans la protection sociale des civils. Les ménages pauvres pourront obtenir l'appui de la Banque mondiale pour la survie. Pour ce faire, des filets sociaux sont envisagés pour assurer une meilleure cohésion dans la protection sociale du peuple congolais. La faisabilité de ce programme a été examinée par les experts en social et le groupe de la Banque mondiale au cours de la présentation des résultats de l'étude de la revue de filets sociaux de sécurité en RDC. La question de la protection sociale, particulièrement celle en rapport avec les groupes vulnérables, soit toujours inscrite parmi les priorités du gouvernement et de nos partenaires. J'en appelle ainsi à votre sens élevé des responsabilités afin de ménager aucun effort pour donner le meilleur de vous-même. La cérémonie de ce jour, relative à la restitution d'une analyse des filets sociaux, constitue un moment fort de la coopération entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Officiellement, la restitution d'une analyse qui transformera à coup sûr des vies et apportera un peu plus de soleil et d'espoir à des populations en assurant son développement économique et en contribuant à la création d'opportunités d'emploi pour ses filles et fils. Une démarche qui devra contribuer à la réduction de la pauvreté. Le gouvernement de la République a retenu 2 objectifs essentiels en matière de la protection sociale, à savoir la réduction des écarts et l'amélioration de la qualité des prestations. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est engagé dans toute action susceptible d'établir l'inventaire, de dresser le bilan et d'évaluer l'existant, c'est-à-dire les lois, les acteurs, les pratiques, les initiatives, les problématiques dans le domaine de la protection sociale. De grands défis sont à relever dans ce processus. Le gouvernement congolais se voit ainsi attendu pour un pilotage participatif sans faille. Autre chose, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo promet d'apporter un soutien logistique indéfectible pour les provinciales. La situation sécuritaire était aussi passée au peigne fin lors de son rendez-vous hebdomadaire tenu hier en son quartier général de la Gombe. À quelques jours de la clôture de l'opération du dépôt des candidatures, la mission onusienne se met dans l'ordre des batailles pour soutenir la CENI sur le plan logistique. L'affirmation est du porte-parole de la MONUSCO au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi. Et nous avons toujours apporté notre contribution en termes d'appui technique à la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi nous nous tenons prêts à apporter tout notre soutien logistique à cette même commission-là qui est en charge de l'organisation des élections afin que tout se passe dans de très bonnes conditions et dans les délais qui ont été initialement prescrits. Au chapitre sécuritaire, c'est l'information du numéro 2 de force de la MONUSCO sur les allégations faisant état d'une quelconque collaboration entre sa mission et les rebelles ougandais des ADF NALU. Nous, en tant que responsables militaires de la mission, nous affirmons une fois de plus que nous n'avons rien à voir avec ces criminels. Nous sommes ici notre mandat pour protéger les populations et ceux qui en fait éventuellement comportent ces affirmations, on va dire, doivent bien prendre en compte cette réalité. Notre présence et des crimes, c'est notre engagement pour lutter contre ces agresseurs et si possible les arrêter. Notons par ailleurs que le général Bayo reste déterminé quant à la neutralisation définitive des groupes armés dans la partie orientale de la RDC.
Reparlons des élections avec cette journée de formation en éducation électorale et civique organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Occasion pour la centrale électorale de dresser un état des lieux du processus en cours. Delion Kimbolongo Fungola Lumpo est chargé de communication. Nous avions pris le choix de rendre public les contraintes qui engageaient directement les institutions ou les parties prenantes. Pour publier le calendrier global, voulu par tout le monde, il fallait rencontrer deux préalables. Le premier, c'était que nous puissions disposer d'une loi électorale adaptée au processus actuel. Deuxième préalable, il fallait absolument que nous ayons les garanties de financement de toutes les élections. Si on n'a pas un accord de principe global, pour dire que le gouvernement s'engage à financer graduellement les élections, progressivement d'ailleurs, jusqu'à apurer tous les rendez-vous électoraux qui sont dedans. La CENI a mis en place l'opération de fiabilisation du fichier pour régler la question du fichier électoral, c'est-à-dire rencontrer les faiblesses du fichier, les nettoyer, donc les mettre à jour. Comment produire des cartes géographiques qui délimitent avec précision les limites territoriales physiques de chaque groupement, de chaque secteur, de chaque chefferie, de chaque commune, de chaque territoire, de chaque ville, parce qu'il y en a des nouvelles, et de chaque province, selon les 26. La CENI a travaillé sur cette question de manière professionnelle. Un Congolais récompensé à l'échelle internationale, il s'agit du docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe, prix Christophe Mérieux 2015. Le titre lui est reconnu pour ses recherches dans la lutte contre la maladie infectieuse à virus Ebola dans le bassin du Congo. Le prix comprend une somme de près de 500 000 €, montant qui devra servir à renforcer ses recherches. Qui est réellement le virologue Jean-Jacques Mouyembe? Cédric Ebondo nous propose son portrait. Mouyembe Tanfoum, un nom ancré dans la tête des filles et fils de la République démocratique du Congo et surtout évocateur du mérite congolais dans la lutte contre la dernière réapparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola. De la détermination, de l'engagement et de l'implication qui ne sont pas passés inaperçus. C'est lui le grand prix scientifique, prix Christophe Mérieux de la Fondation française portant le même nom. Depuis 2007, l'Institut français qui est le sélectionneur de lauréats récompense par ce prix de façon exclusive des équipes de recherche travaillant en permanence au sein de pays en développement touchés par diverses maladies infectieuses. En ce mardi 26 mai, l'Institut national de recherche biomédicale INRB vient de voir l'un de ses pairs récompensé pour son combat contre Ebola. Il rafle une somme évaluée à près de 500 000 €. Une contribution internationale de haute portée qui pourra permettre à cet institut de mener à bien ses recherches. C'est qui témoigne de l'expertise de ce Congolais qui a non seulement participé à la riposte mais aussi à la découverte du virus à la base de l'épidémie d'Ebola depuis 1976 à Yakumbu dans le Bandundu. Jean-Jacques Mouyembe, c'est docteur en médecine de l'université Luvanium, actuellement université de Kinshasa, agrégé de l'enseignement supérieur en virologie et doyen honoraire de la faculté des médecines de Kinshasa et directeur général de l'INRB. En 1995, alors que l'épidémie frappait pour la 1e fois le pays dans sa partie ouest, précisément à Kikwit, le professeur a entrepris diverses recherches sur les virus Ebola. Avec son équipe, il a réussi à mettre au point des mesures particulières de contrôle d'Ebola sur les aspects tant descriptifs, cliniques, épidémiologiques, virologiques que thérapeutiques. Des mesures utilisées jusqu'à nos jours dans la gestion des épidémies en Afrique, notamment par la reconnaissance de maladies grâce à la définition simple et adaptée au contexte rural, à l'arrêt de la chaîne de transmission dans la communauté, les suivis de contact pendant 21 jours, ainsi que l'application des mesures hygiéniques nécessaires pour les enterrements et la sensibilisation des populations. À noter que le docteur Mouyembe a également expérimenté la transmission du sang de convalescent d'Ebola sur 8 malades, ce qui a permis d'en soigner 7 patients, constituant ainsi les prémices du traitement expérimental appelé sérothérapie anti-Ebola, actuellement en développement à travers le monde. Son expertise l'a conduit aussi en Guinée-Conakry, poser les bases de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui se poursuit. Nous vous amenons à découvrir le centre de traitement de victimes d'Ebola d'Ekoya, une cité située à quelques kilomètres de la capitale. C'est au prix de leur vie que ces femmes et hommes professionnels de la santé apportent leur savoir-faire aux victimes guinéennes d'Ebola.
Une prise en charge qui implique de l'ingéniosité dans la manipulation des outils de sécurité. Quand nous allons voir les malades, nous sommes répartis en 3 sous-groupes. Il y en a qui vont aller voir les suspects, les probables, et puis il y aura un autre groupe chez les confirmés. Donc là, nous prenons toutes les précautions. Nous commençons par laver le main. Après avoir lavé le main, nous faisons les shopping. Chacun prend tout ce dont il a besoin. Donc les gants, les PPE, les tabliers, les masques et les lunettes. Dans ce centre de traitement de patients d'Ebola, les volontaires majoritairement constitués de Congolais travaillent d'arrache-pied jour et nuit aux cheveux de malades. Des actions colossales pour une épidémie qui a déjà causé la mort de plus d'un Guinéen, comme en témoignent ses survivants. Je suis laborantine, mon mari est infirmier. Il est tombé malade, j'ai fait son soin pendant 3 jours. Je l'ai admis ici, il a rendu l'âme. Ici, à 3 jours de son décès, moi aussi je suis tombée malade. C'était vraiment quelque chose un peu dur, mais par la grâce de Dieu, j'ai suivi un bon traitement. Je suis très motivée du fait que je vois que la maladie, elle est réelle, elle existe. Maintenant, je me suis dit, je suis là en tant qu'agent, je dois aider maintenant la communauté. Je suis infecté par le virus Ebola. Parce que je vois le documentaire d'Ebola, je même vois les signes, comment ça peut attraper quelqu'un. Comme moi, je suis arrêté comme ça là, j'ai commencé à vomir, j'arrive dans une semaine comme ça. C'est là maintenant j'ai appelé maintenant, j'ai fait une alerte maintenant pour venir me prendre, pour me rejoindre au CT. Le début, lorsque je suis quitté au CT, je rentrais chez moi à la communauté, on m'a regardé mal avant. Lorsque je suis arrêté comme ça, quand je pars chez moi, il y a des gens même qui m'ont dit qu'il n'y a pas Ebola qui m'avait attrapé, parce que si Ebola attrapait une personne, il va te tuer. Pour contrer la stigmatisation dont en sont victimes les patients après leur établissement, le soutien psychosociologique a été envisagé par l'Union africaine. Avant, cet aspect psy n'était pas vraiment intégré dans la prévention, dans la lutte. Nous sommes parmi les rares CT qui ont le psy formé, quoi. Donc, vous savez, cette épidémie s'accompagne de stigmatisation. Une fois qu'on est malade, on est stigmatisé. Et du coup, la réintégration n'est pas toujours facile. Hein. Ça dépend d'une communauté à une autre. Nous avons 3 secteurs d'action. Nous travaillons avec le patient, nous travaillons avec le membre de famille de malade, et puis nous travaillons avec la communauté. Donc c'est le soutien émotionnel. Par ces actions, l'Union africaine entend assurer la protection contre Ebola à tous les Guinéens encore en proie à cette épidémie. C'est donc le réveil d'une Afrique qui prend à bras le corps ces mots. Quel bilan après intervention des agents de l'Union africaine depuis l'installation de ce centre spécialisé dans la prise en charge des patients d'Ebola? Cédric Ebondo et Linda Kinsangui nous en parlaient dans ce reportage. Au départ, on avait 2 objectifs majeurs. Les objectifs-là étaient partagés par tout le monde. Le premier objectif, le plus important, c'était 0 infection pour tout le personnel. Le deuxième objectif, c'était une prise en charge de qualité de tous les patients que nous allons recevoir. Dire qu'à nos jours, le premier objectif se maintient. C'est-à-dire depuis l'ouverture du centre jusqu'à nos jours, nous n'avons enregistré aucun cas de contamination du personnel. Par rapport au deuxième objectif, nous pouvons vous dire que globalement, nous avons admis dans ce centre 383 patients. Parmi ces 383, 213 sont sortis vivants. Arrêtons-nous un instant pour parcourir la presse parue ce matin à travers les lignes de Bruxelles où il séjourne. Etienne Tshisekedi a désigné des membres du bureau de la commission électorale de l'UDPS dont la liste est publiée par la référence Plus, considérant qu'il y a nécessité de mettre en place une structure intermédiaire chargée de concevoir et d'étudier tous les problèmes liés au processus électoral, d'arrêter la stratégie électorale et d'autres questions connexes avant la mise en place effective de la commission électorale permanente du parti. Il est mis en place ce bureau composé de 8 membres. Xénophobie au top, dénonce Grognon. Le Congo-Brazzaville continue d'expulser des RD congolais depuis samedi 16 mai. 146 domboleurs ont été expulsés. Manu Militari de Brazzabom après avoir passé des jours atroces dans les goulags. Tous ces Ouistitis expulsés et ont perdu tous leurs biens risquent de connaître le sort de leurs congénères qui vivent à la Belle Étoile en face de la maison communale de Kinshasa. On passe au sport, le programme officiel du
troisième tour cycliste international de la République démocratique du Congo est connu. Il partira de la ville de Kindu le 13 juin prochain et se conclura sur le boulevard Triomphal le 21 juin à Kinshasa. Le tour va se parcourir en 9 étapes et les provinces concernées sont le Maniema, le Nord Kivu, le Katanga, le Congo central, le Bandundu et la ville-province de Kinshasa. 18 nations et 20 équipes prendront part à cette compétition. En football, c'est demain que se tiendra l'épreuve des cernes pour l'élection du président de la Fédération internationale de football association à Zurich, en Suisse. La 63e session de cet organe se tient à l'heure où la crise secoue la FIFA avec un scandale de corruption inculpant une dizaine de hauts responsables de cette instance du football mondial. Le suspens sera levé ce vendredi 29 mai 2015 à Zurich quant au siège présidentiel de la Fédération internationale de football association. 2 candidats de renom s'opposent. D'un côté, le sortant et candidat à sa propre succession, Sepp Blatter, et de l'autre côté, le prince Ali Ben Al-Hassan. L'assemblée élective se tient au moment où la police helvétique a procédé à l'arrestation à Zurich d'une dizaine de hauts responsables de cet organe fêtier du football mondial. Les inculpés sont reprochés de corruption durant ces 20 dernières années par la justice américaine. En ce qui concerne les droits au niveau de CONCACAF, je crois que le siège de la CONCACAF soit aux États-Unis. Ça signifie qu'ils avaient tout le loisir de pouvoir agir sur le sol américain. Pourquoi avoir choisi Zurich? Pourquoi l'avoir fait seulement maintenant? Est-ce que c'est pour porter atteinte à l'image de la FIFA, enfoncer davantage par des faits non vérifiables qui ne sont que des présomptions? Malgré ce coup de filet, le candidat Sepp Blatter reste largement favori à son 5e mandat au sein de la FIFA. Conviction de Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association. Pourquoi l'avoir fait seulement maintenant? Est-ce que c'est pour porter atteinte à l'image de la FIFA, enfoncer davantage par des faits non vérifiables qui ne sont que des présomptions? Quelqu'un qui doit être réélu, certainement, au regard des sondages autour des membres de l'Assemblée générale. Le président Blatter n'est pas incriminé, donc je ne vois pas, pour quelqu'un qui n'est pas incriminé, pourquoi est-ce que ça va affecter son élection? Le potentiel adversaire de Sepp Blatter à cette présidence de la FIFA a déploré cette crise qui a élu domicile au sein de cette instance du ballon rond ces dernières années. La FIFA a besoin d'un leadership qui gouverne, qui guide et qui protège les fédérations. Un leadership qui accepte sa responsabilité pour ses actes et ne rejette pas la faute sur autrui. Les amoureux, les pratiquants du ballon rond gardent leur mal en patience et souhaitent un vent nouveau à l'issue de ces assises. Merci de rester avec nous. Un journal à retrouver quand vous voulez sur www.bone-tv.com.